Et bonsoir, et bienvenue sur Indécent Podcast en ce vendredi de Pâques, hein, effectivement, parce que c'est vrai que, alors, petite particularité, comme je suis en Moselle, j'ai un petit jour férié de plus, et j'avoue, ça fait du bien. Voilà. Ça fait très plaisir, comme je disais, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Étrange Indécent. Donc, je vous le redis à nouveau, hein, c'est une émission en partenariat avec le festival Étrange Grande, dont le thème cette année est le fantastique. L'autrice à l'honneur, c'est Anne Rice. La semaine dernière, vous aviez pu entendre avec Adrien Party une bio, puis voilà, tout ce qu'avait écrit Anne Rice. Et là, cette fois-ci, on va s'attaquer au thème du fantastique proprement dit. On va le décliner à plusieurs sauces, hein, vous verrez au fur et à mesure des émissions. Et j'allais dire la première, quand même, ça me semble être la base, on va parler un petit peu des origines de ce qu'est le fantastique. Et comme vous le savez, je vais pas être tout seul. Donc, je fais rentrer tout de suite mes invités du soir qui ont gentiment accepté d'être là. Donc déjà, bonsoir Guillaume, comment Salut vas-tu? Fred, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, très bien. Et bonsoir David, comment vas-tu? Bonsoir, merci. Donc voilà, on avait déjà eu la chance de vous accueillir tous les deux. Donc Guillaume, donc je me permets les présentations parce qu'on commence à se connaître Vas-y. maintenant, et puis voilà. Donc Guillaume, qui est président de l'asso Miskatonic, qui organise le campus à Verdun. Ce sera quelle date cette année du coup? 21 et le 22 novembre, on décale un petit peu, c'est plus sur la fin du mois de novembre là. D'accord, ok. Comme ça, on pourra réserver la petite date qui va bien, et puis On va bientôt venir, communiquer là-dessus. Ouais. voilà, venir vous embêter. En plus, on a vu l'affiche, elle est pas mal. En Ouais. plus, Lovecraft et les jeux vidéo, ça va être bon. Ouais. Et David Meulmans, est-ce qu'on doit te présenter, franchement, bon, un peu le boss des Forges de Vulcain, entre autres, hein, plein de choses aussi, hein, ce monsieur. Hein. Découvreur de talent aussi. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est un peu excessif, mais Ouais, c'est lancer de rose et tout. C'est toujours rare dans l'édition, donc autant les prendre, même s'ils sont pas toujours très mérités. Mais oui, donc non, ma principale activité, c'est simplement d'être éditeur aux éditions Forges de Vulcain. On publie de la littérature générale et de la littérature de l'imaginaire. Et même quand on est en littérature générale, on essaie de maintenir un lien avec le fantastique et le merveilleux. Ouais, je pense par exemple à Alexandra Kozelik, Rodolphe Casso et celui que j'ai beaucoup aimé, Gilles Marchand, Soldat désaccordé, c'était vraiment super. Voilà. Merci. Et puis surtout, alors moi dernièrement, hein, c'était le cycle de Claire Duvivier, Guillaume Chamanadjian, Capitale du Nord, Capitale du Sud. Et le dernier que j'ai lu, c'était, enfin audio lu pour le coup, et superbement d'ailleurs, c'était la trilogie baryonique de Pierre Rofast. Oui, en science-fiction. Ouais, c'était vraiment très cool pour le coup. Voilà, donc avant qu'on commence, je vais faire un petit coucou dans le chat parce que je vois qu'il y a déjà des gens. Donc bonsoir Laure Agostini, voilà. Bonsoir Sloppy, ça fait plaisir. Je pense qu'on se verra peut-être demain à Toi les légendes. Bonsoir Dark Sunshiner. Bonsoir Petit Lit. Et bonsoir Stéphane Arnier. Un auteur rôliste ou un rôliste auteur, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Voilà. Auteur du remarqué La brume l'emportera, dont on a dit tout le mal qu'on pensait ici, et plusieurs fois d'ailleurs. C'est terrible. Écoutez, ouais, c'est ce que je vous disais, hein, j'avais pensé à vous très rapidement, en fait, voire tout de suite, quand il a fallu concevoir un petit peu l'émission, qui va tourner autour des origines du fantastique et de sa définition. Je le dis tout de suite en préambule, on s'arrêtera à l'ère des pulp et Lovecraft, qu'on se réservera pour une autre émission. Puis je pense que Guillaume en a déjà parlé en long, large et travers d'un petit festival qui s'appelle le Campus Miskatonic. Donc on fera de toute façon une édition là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas, vous entendrez parler de Lovecraft, de Clark Ashton Smith, Belknap Long, etc. Vous inquiétez pas, il y en aura. Peut-être pas ce soir, ou un petit peu à la marge. Voilà. Donc, on va partir très loin dans le temps. Mais avant ça, si vous le voulez bien, je vous laisserai commencer comme vous le souhaitez. C'est d'abord une tentative de définition de ce qu'est le fantastique. Alors, je sais pas qui a une définition ou quelque chose à présenter. Moi, j'en ai trouvé plusieurs qui se valent quand même assez. Moi, j'avais noté 2, mais si vous en avez d'autres, je vous écoute. Alors, moi, je commence, je crois. Ah oui, vas-y. Ah ouais. Moi, j'ai fait un peu comme toi, j'ai relu Patrick Marcel, mais j'aime bien sa définition. Hein, c'est enfin,
En gros, c'est l'intervention du surnaturel, quelque chose qui défie les lois de la physique, enfin, traditionnellement admises, et puis dans un monde plutôt naturel, on va dire, quoi, voilà, tout simplement. Ouais. Enfin, pour moi. Et pour toi, David? Alors moi, j'aurais une définition qui est toute fraîche dans ma bouche. C'est la première fois que je la retranscris. C'est une définition par distinction avec les deux autres grands genres qui sont la fantasy et la SF. Alors je précise que c'est lors d'une conférence en bibliothèque que Yann Olivier des éditions La Talente a utilisé cette définition que je trouve bien. Je pense, il suggérait lui-même qu'il l'avait emprunté, mais il savait plus à qui. Donc c'est un peu inspiré de Todorov, mais c'est un peu nuancé. Ouais. Et il y a la porte s'ouvre, un chat rentre, le chat parle, et là vous dites mais c'est normal parce qu'on est dans un monde où il y a une puce électronique qui permet à tous les chats de parler. Ça c'est la science-fiction. La porte s'ouvre, le chat rentre, il parle, et vous dites c'est normal parce qu'on vit dans un monde où tous les chats parlent. C'est la fantaisie. La porte s'ouvre, le chat rentre, il se met à parler, et là, la terreur nous submerge parce que les chats ne parlent pas. Ça, c'est fantastique. Donc, ça rejoint en fait ce que disait Guillaume, c'est-à-dire c'est l'irruption du fantastique dans un monde naturel. Et là, on est dans les chats d'Ultar, tu vois. Par exemple. Alors, je vais vous donner aussi les miennes. Je profite parce qu'il y a déjà des questions. Donc déjà, bonsoir Talgaliel et Tom Sear. Alors, quel est le premier livre de fantastique que l'on a lu? Oh là! Moi, je pense que ça doit... Ouais, alors, ça va dépendre justement de ce qu'on appelle le fantastique. C'est vrai qu'on pourrait commencer avec les contes qu'on nous a lus, etc. Mais moi, je dirais que ça doit être... Forcément, c'était les littératures des classiques au collège. Je pense que c'est le Horla, il me semble. Ou la peau de chagrin. Ça doit être un des deux, il me semble. Ouais, on en parlait juste avant, effectivement, on parlait des collèges et lycées. Moi, il y a ce souvenir-là, du Horla, puis il y a peut-être la Vénus d'Île aussi qui était au programme et que j'ai lu, qui m'avait marqué. Ouais, voilà. Ouais. Mais j'en ai peut-être lu avant, sans m'en souvenir. Possible, ouais. Non, moi, c'est Horla et Vénus d'Île aussi. Je dirais qu'un des premiers textes que j'ai lu, c'est Max et Six Monstres, mais c'est pas vraiment du fantastique parce que c'est peut-être un rêve, en fait. Ouais. Et sinon, moi, j'ai lu beaucoup de fantasy de l'âge de 6 ans à 10 ans. Donc, mais c'était de la fantasy, c'est les livres dont vous êtes les héros, puis Tolkien. Mais le vrai fantastique, en dehors des contes, qui appartiennent quand même au genre du fantastique, ouais, tout à fait. c'est les classiques français du fantastique, en fait. Ouais, je pense qu'on y est. À la peau de chagrin de Balzac et le Horla de Maupassant, c'était vraiment des... Ouais, effectivement. Par exemple, alors qui nous dit le cas de Buzzati, oui, ça rentre dedans, effectivement. Et la Vénus d'Île, ouais, tout à fait. Il y en a plein qu'on va citer ce soir, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que la science-fiction est un genre dans le fantastique? Alors, oui et non. Je pense qu'on va pouvoir y répondre ce soir. Je pense surtout qu'elle partage à peu près les mêmes racines. On va y venir là-dessus. Moi, je vais vous dire celle que j'ai trouvée. Alors déjà, les définitions classiques qu'on trouve dans les dictionnaires. Donc, j'avais noté celle du Larousse, qui se dit d'une œuvre littéraire, artistique ou cinématographique, donc c'est beaucoup plus large dans la définition, qui transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l'épouvante ou à la science-fiction. Ouais, bon, c'est une définition comme une autre. Alors celle de Wikipédia, qui était beaucoup plus courte, c'était le fantastique est un genre narratif caractérisé par l'intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste d'un récit. Ce qui me semble effectivement, ce qui rejoint ce que vous disiez tous les deux, et qui rentre dans l'acceptation de ce qu'on en connaît, de ce qu'on en ressent, et ce qui a pu aider aussi à déterminer... Je pense qu'on va parler vraiment principalement de littérature ce soir, mais j'avoue que tout l'environnement cinématographique a fait beaucoup aussi pour aider à déterminer ce qu'est le fantastique, je trouve. On a baigné là-dedans, de toute façon. Et j'avais bien aimé la définition de fantastique, qu'on n'a pas aux États-Unis, en Angleterre. Chez nous, ça vient de fantastikos, donc du grec, qui provient de l'imagination. Et c'est vraiment quelque chose de profondément ancré, en tout cas chez les francophones, le fantastique. Je sais pas de quoi ils parlent exactement, les anglo-saxons. C'était plutôt alors je sais pas exactement, Strange Tales, Amazing Tales, etc. Weird Fiction, dont on reparlera. Mais bien avant ça, je sais pas vraiment s'il y avait un terme, plutôt... Je sais que fantasy, ça recoupe beaucoup de choses chez eux, en fait.
Alors, justement, oui, la mythologie antique, oui, oui, tout à fait. Mais alors, on va reparler, t'inquiète pas. C'est ce qu'on retrouve aussi hein, chez Stephen King dans l'Anatomie de l'horreur. Hein. C'est cette irruption du autre chose que le naturel. Est-ce que c'est du surnaturel ou l'imagination? Parce que ça peut rentrer dedans. Hein. C'est pour ça que moi je sais qu'un auteur comme Philippe K. Dick, je le trouve très impressionnant parce que c'est de la science-fiction, mais en même temps il y a le fantastique dans le côté qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que je perçois exactement. Donc ça joue avec les sens. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous de ces approches-là, de ces tentatives de définition française en tout cas. Mais après, moi, alors entre la tentative de définition française qui s'appuie aussi sur le fait que finalement nos œuvres de référence, c'est des œuvres du 19e qui sont souvent des nouvelles un peu fantastiques, et la remarque sur la filiation avec la mythologie, là où je suis toujours un peu gêné, et je précise que moi, d'où je parle, c'est que, je suis philosophe de formation, et donc les philosophes ont souvent une approche qui n'est pas très historicienne, en fait. Donc c'est... Voilà. Et deux, je suis éditeur, et les éditeurs mentent parce que leur but à la fin c'est de vendre des livres, donc ils écrivent l'histoire de manière à ce que ça les favorise, voilà. Mais une fois que j'ai dit ça, voilà, ces précautions oratoires, je pense que il faut voir que le fantastique se définit aussi par opposition au réalisme, mais qu'en fait, le premier historiquement, c'est le fantastique. C'est-à-dire que le réalisme en littérature, comme étant presque la définition même de la littérature, c'est quelque chose qui apparaît dans la deuxième partie du 19e siècle, et qu'une très grande partie de la production littéraire, non seulement en Occident, mais en Orient aussi, jusqu'au 19e siècle, est de nature fantastique. C'est à partir du moment où il y a le développement d'une littérature d'abord réaliste, puis une littérature naturaliste, qu'il va y avoir une vraie division avec le fantastique, mais quand on remonte au début du XIXe siècle et à l'œuvre qui, pour moi, est un peu l'œuvre matricielle de ce qu'on appelle maintenant l'imaginaire, à savoir Frankenstein de Mary Shelley, Frankenstein de Mary Shelley, c'est de la littérature, c'est aussi du fantastique, et c'est aussi de la science-fiction. Et, oui. Et en fait, ces questions de genre se posent pas comme ça, en fait. Les métamorphoses de vide, c'est du fantastique. Il y a quelques années, quand il y a une revue qui a été lancée qui s'appelait Apulé, qui est la revue des éditions Zulma, ils ont estimé que l'origine de la littérature moderne, c'était la littérature fantastique, et que ça commençait avec les métamorphoses de vide. Et les métamorphoses de vide, c'est bien des œuvres d'imagination. Et même parfois, il y a une remarque très très étrange que je rencontre parfois, qui peut sembler idiote, mais qui, comme beaucoup de choses qui semblent idiotes, c'est pas si idiot que ça. C'est que parfois je reçois des manuscrits en tant qu'éditeur qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on cherche, et je dis, je cherche des œuvres d'imaginaire, et les personnes qui m'ont envoyé un roman très réaliste me disent « Oui, mais moi, les personnages sont inventés, c'est bien une œuvre d'imagination. » Et donc, il y a cette idée, voilà, alors, on n'est pas encore dans du fantastique non plus, mais cette idée que finalement, imaginaire, imagination, fantastique, il y a quelque chose d'un peu flou, et qu'on a construit de manière moderne, pour des raisons sociologiques, économiques, historiques, politiques, des démarcations très très nettes, mais elles ne sont pas toujours si nettes. Et maintenant, parfois, on essaie de projeter sur le passé des découpages qui faisaient pas nécessairement toujours sens pour les auteurs. Même si, quand on regarde le XVIIIe siècle, par exemple, il y a des œuvres qui sont déjà des œuvres très réalistes et des œuvres fantastiques. Et voilà, mais c'est peut-être que c'est au XVIIIe siècle que les choses se jouent, le XVIIIe siècle, c'est... En fait, au XVIIe, il y a un recul du religieux en Europe, ce qui ouvre la voie au XVIIIe siècle pour le développement de deux choses complètement parallèles, qui est la rationalité, une partie de la rationalité moderne, l'esprit des Lumières, et de l'autre côté, le retour de la superstition. Et la naissance du vampire moderne, ça doit beaucoup à ça, c'est-à-dire c'est un être de superstition, c'est des légendes orientales qui vont se retrouver transmises en Occident. Je viens de répondre de manière très très longue à une question très simple. Je suis désolé. Non, mais c'est parfait. Voilà.
Pour moi, ça commence à Ovide. Voilà. J'aimerais dire par moment que la Bible, c'est un super récit fantastique, mais je sens que le jour de Pâques, ça serait un peu désobligeant pour les croyants, donc je vais pas le faire. Moi, j'oserais, mais je t'en prie, Guillaume. Vas-y. Moi, du coup, j'avais sous les yeux la définition du récit fantastique par Lovecraft que j'ai piqué dans Épouvante et surnaturel. Je peux vous la lire si vous voulez. Donc, le véritable récit fantastique ne saurait se limiter à un meurtre mystérieux, à des os couverts de sang ou à une forme enveloppée dans un drap qui fait cliqueter ses chaînes. Conformément à la règle, il faut qu'une certaine atmosphère haletante et inexplicable, suscitée par une terreur inspirée par des forces inconnues venues d'ailleurs, soit présente. Voilà, là, pour le coup, pour Lovecraft, on sent vraiment du côté les chaînes qu'on se coupe, puis le drap blanc avec les trous noirs des yeux. Enfin, on sent un peu du gothique finalement pour rêver quelque chose de beaucoup plus large et de plus cosmique finalement, quoi. Voilà. Ouais, effectivement. Mais c'est ce que reprend. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais Todorov, qui est un critique littéraire, qui a posé qui fait partie des définitions majeures du genre de ce qu'est le fantastique. C'est un peu ce qu'on a dit tous les trois. C'est effectivement l'irruption du surnaturel, enfin de ce qui ne peut s'expliquer par la raison dans ce qu'on observe. Alors après, est-ce que c'est nos sens ou est-ce que c'est vraiment du surnaturel? Là, après, c'est tous les genres du fantastique, l'horreur, machin, le gore, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui rentre dedans. Bon, ça, on fera une émission effectivement sur les genres du fantastique, les sous-genres plutôt, si on peut parler de sous-genres. Voilà, ça fera une émission, je pense, assez intéressante d'ailleurs sur ça. Mais j'en profite sur les définitions de Todorov, ça reprend, comme je vous disais, ça a vraiment fixé un petit peu dans le marbre ce qu'est le fantastique, sans compter celle de Caillois, etc. On va pas faire une étude universitaire ce soir, bien évidemment, mais allez voir un petit peu ce qui se dit sur... Cherchez simplement définition fantastique, vous verrez un petit peu les sources qui nous ont inspirés pour ce soir. Il y a pas mal de définitions, mais on revient assez régulièrement à Todorov et à ses critiques, du coup. On va peut-être, plutôt que de dire c'est le surnaturel, ça va être aussi la dualité de l'être qui perçoit. C'est aussi nos sens. C'est plutôt quelque chose d'intrinsèque, en tout cas, la notion d'irruption du fantastique. Tandis que l'extrinsèque, ce serait plutôt de la science-fiction, puisqu'on peut l'expliquer. Voilà. Bon. Et il y a pas mal de définitions possibles là-dessus. On va faire un petit peu d'histoire, effectivement, sur les prémices de ce que devient le fantastique, est-ce que nous, on le connaît aujourd'hui. C'est vrai, ça, je veux bien insister, ça recoupe ce que tu disais, David. C'est-à-dire que nous, on connaît le fantastique comme un courant littéraire à part de la fiction, etc. Enfin, c'est de la fiction, mais de la littérature dite plus générale, etc. Mais à l'origine, ça rejoint, donc, hop, je mets la petite bannière qui va bien, les prémices de l'Antiquité à la chrétienté, la matrice des mythes et des légendes, de la naissance des religions, des panthéons. Alors c'est pour ça que j'ai mis la chrétienté, parce que on parle de l'Occident, bien évidemment, mais si on va analyser la littérature en Orient, elle change aussi à partir du moment où l'islam apparaît, forcément. Dès qu'il y a des monothéismes, la dualité fait que on va changer de registre. Donc là, on va s'axer plutôt sur l'Antiquité. Donc tu as parlé des métamorphoses d'Ovide. Moi, effectivement, je parle de l'Ancien Testament. Parce que pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, voilà, il y a quand même des trucs. Voilà, les humains vivent plus de 900 ans, quand même pas mal. Il y a tout un bestiaire, il y a des résurrections dans tous les sens, des sacrifices, j'en passe et des meilleurs. Donc, quand même, dans le genre récit fantastique, on est pas mal, surtout le déluge. Voilà. À part pour ceux qui l'avaient vécu à l'époque, bien évidemment. Pas le biblique, j'entends, les vrais déluges, ceux qui étaient dans le Tigre et l'Euphrate. Si vous voulez chercher un petit peu les contrepoints historiques de l'époque à laquelle ça a été écrit. On peut parler de l'épopée de Gilgamesh, qui pourrait même renvoyer à la science-fiction. Oui, il y a des gens qui croient que les Anunnaki, c'est vraiment des extraterrestres. C'est faux, on vous le dit, aimablement. Donc, on peut partir de cette matière-là et des différents panthéons indo-européens, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre le panthéon celte, germanique, wotan, etc., nordique, hindouiste, grec, romaine, égyptienne. Bon, bref, il y en a tellement de panthéons. Vous aviez des dieux pour tout. Alors, moi, j'avais juste un point de vue là-dessus, c'était que cette façon de diviniser un petit peu tout, est-ce que, voilà, de ce qu'on peut lire, les gens croyaient réellement à tout ça? Je ne sais pas s'ils y croyaient vraiment, en tout cas. Enfin, nous, on ne le sait pas. On ne pourra pas vraiment le savoir. Tu me détromperas, David, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais en tout cas, ça évoque surtout un rapport de ce qu'on ne comprend pas, c'est monté de façon... c'est une divinité, c'est un esprit, etc.
qu'on va apaiser avec des sacrifices, des offrandes, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, bien évidemment. Et ça donne les racines de toutes nos mythologies, hein, et de tout ce qui sous-tend nos civilisations, en tout cas occidentales. Donc voilà, moi, pour la matière, effectivement, elle part de tous ces grands textes, et l'Iliade, l'Odyssée, et je vous en passe, et des meilleurs, bien évidemment. Donc je vous laisse la parole là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je veux que tu réagissais à fond. Vas-y. C'était une façon d'expliquer, ce qu'on ne comprenait pas à l'époque. De toute façon, voilà, pourquoi il pleut, pourquoi il neige, les éclipses, voilà, c'est des choses. On s'est trouvé des raisons à des choses qu'on ne comprend pas. Quoi. La science n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui, évidemment. Donc, c'était un peu le but d'expliquer tout ça, quoi. Mais ce qui est toujours très frappant, c'est que ça prouve le besoin toujours de connaître et de comprendre, et que donc l'angoisse a toujours été quand je ne comprends pas. Parce que si je ne comprends pas, je ne peux pas me défendre, je ne peux pas maîtriser, quelque chose m'échappe, je suis vulnérable. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certains variants psychologiques qui restent, même avec des civilisations qui ont disparu il y a 2000 ans, où on se dit parfois, biologiquement, ils étaient similaires à nous, mais ils étaient peut-être psychologiquement, anthropologiquement très très différents. Mais moi, ça me frappe toujours en lisant certains textes de l'Antiquité qu'on se retrouve avec une capacité à les lire, à les comprendre, à être ému par eux. Et donc, je pense que parfois, il faut garder à l'esprit qu'ils avaient beaucoup de points communs avec nous. Et que on se pose un peu les mêmes questions. Et qu'en fait, nous, finalement, parfois, on peut avoir une position de surplomb par rapport à eux parce qu'il y a eu le développement de la science. Mais en fait, c'est pas, chaque individu n'a pas créé la science, ce qui fait que chaque individu conserve en lui, il y a une phrase de Kierkegaard qui dit chaque individu recommence l'existence da capo, c'est-à-dire depuis zéro. Et en fait, on est tous passés par ces moments qui peuvent être des moments très naïfs, de superstition, de difficulté à appréhender le réel, de croyances quand on est enfant, qui disparaissent avec le passage à l'âge adulte. Sur les dieux, c'est toujours très compliqué. Je ne pourrais pas répondre pour toutes les civilisations que tu as citées. Et même pour les Romains, c'est très trompeur sur les Romains parce que nous, on les perçoit comme un bloc. En fait, c'est presque 10 siècles de civilisation avec sans doute une évolution radicale du début à la fin sur plein de choses, même si les Romains ont été très très forts par une sorte d'auto-endoctrinement pour essayer de conserver une sorte de continuité culturelle qui est une autre forme de mythologie, hein, c'est-à-dire on parle des tentatives de roman national en France, les Romains c'est un peu les pros de se raconter en permanence leur propre histoire, quitte à la mythologiser, c'est-à-dire à se dire on descend des dieux, ce qui a provoqué la naissance de notre civilisation, c'est un conflit entre les dieux. Parce que ça rejoue même ce qu'on dit sur le roman, c'est que le roman c'est toujours un récit des origines. Là, la grande geste romaine, c'est comment se trouver une origine. Sur les dieux en particulier, la question de la croyance, c'est une question qui est fascinante. Alors, d'autres ont écrit dessus, donc moi, je ne vais pas trop en parler. Peut-être que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des philosophes romains, comme par exemple Lucrèce, qui dit que voilà, les dieux existent sans doute, mais ils ne s'occupent pas vraiment de nous. Et ce qui est frappant, c'est que Lucrèce, avec un état de la science qui est relativement limité parmi nos critères, par rapport à nos critères, il a une approche matérialiste du monde. Et donc, lui pense pouvoir tout expliquer par la matière, voire même par l'atome. Donc, en fait, il y a une modernité dedans. Après, c'est important à relire. Voilà, et même quand on lit parfois certaines pages de Cicéron sur la croyance dans le fantastique, on a l'impression qu'il ne croit pas au sens où il croirait au surnaturel. On a l'impression qu'en fait, il croit à l'efficacité régulatrice de la religion, et il donne même une étymologie à la religion. Il dit la religion, c'est religere, c'est la répétition. Il dit si chaque jour je fais un petit sacrifice quand je vais au forum, ça montre mon attachement à quelque chose et ça structure le monde. Donc on voit que structurer le monde, comprendre le monde, c'est toujours la même chose. C'est finalement c'est des créations qui permettent de combler des angoisses métaphysiques, existentielles terribles. Et c'est ça qui est frappant quand ça devient de la littérature, c'est que chez nous, c'est presque pour essayer de ressentir cette angoisse métaphysique.
parce que d'une certaine façon, on peut se dire que nous, il y a une sorte de triomphe du matérialisme qui fait que on peut vivre des vies très rassurées et très structurées sans percevoir certaines formes d'angoisse. Et en fait, la littérature fantastique, ça recrée ce type d'angoisse. C'est un des charmes de Stephen King, et je sais qu'on parle de l'Antiquité là, mais des charmes Non, mais ça en fait partie. c'est un très très bon comment dire, spectateur de la vie courante américaine. Je pense que c'est un des meilleurs comment dire, anthropologues de l'Amérique, voilà. Ah oui. Mais il montre très bien le moment qui fait flipper l'Américain, c'est-à-dire le moment où il y a un truc qui se brise. Christine, par exemple, c'est comment le rêve de l'ado d'avoir une voiture se transforme. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une croyance très très répandues dans l'Antiquité, qui sont les croyances animistes, qui consistent à prêter une vie ou même une forme d'intelligence à des objets inanimés. Et voilà, ça me fait penser à un tout petit truc que je mentionne, mais on s'éloigne un tout petit peu, mais voilà, ça a un lien, c'est que j'ai dit que je ne m'y connaissais pas très bien en anthropologie, mais il y a quelques années, j'avais lu un livre de Pascal Pic, qui est un anthropologue préhistorien, et il se demandait si les robots à forme humaine ne sont pas plus acceptables dans des sociétés animistes où on peut prêter de l'esprit à des choses inanimées, et il se demandait si justement le robot à forme humaine n'est pas plus acceptable pour des Japonais, ou même si la société japonaise est une société tout aussi moderne que la nôtre, il y avait des restes d'animisme qui expliquent que leur folklore et le rapport au fantastique est très différent en fait. Donc, ça pour dire que bon, les Japonais, c'est une autre époque, mais peut-être que par comparaison, on peut essayer de deviner un peu comment fonctionnaient ces. Voilà. Moi, juste, alors, quand j'ai lu sur le christianisme au XVIIe siècle, j'étais très étonné de découvrir qu'il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient plus beaucoup, et on pense que au quotidien, ils ne croyaient plus vraiment. C'est-à-dire que c'était plus devenu une référence permanente. Et je pense que chez les Romains, je suis pas sûr qu'ils croyaient vraiment. C'est-à-dire chez eux, chez certains, oui, sans doute. Et puis même, c'est toujours très trompeur quand on dit les Romains étaient comme ci, les Romains étaient comme ça. Par exemple, quand on dit que les Grecs étaient esclavagistes, il y avait plein de Grecs dès le VIe siècle qui écrivaient des traités contre l'esclavagisme ou des poèmes contre l'esclavagisme. Donc en fait, il n'y a pas de bloc culturel. Il y a des habitus parce que quand on est groupé les uns avec les autres par mimétisme, par besoins sociaux, on développe un peu des habitudes similaires, mais en fait, il y a des très très grandes variations qu'on ne voit plus généralement. Ouais, puis aussi le fait que les mythes, elles permettent d'agréger aussi des civilisations, hein, tout simplement, ça en fait partie. Et c'est vrai que sur les Grecs, moi, ce qui m'avait fait frapper, c'était un des textes aussi, voilà, qui m'avait vraiment marqué quand j'étais plus jeune et qui continue, parce que je l'ai relu il y a pas longtemps et c'est toujours aussi effrayant, c'est l'Iliade. Parce que, OK, c'est l'histoire de la brouille entre Achille et Agamemnon, voilà, ça va pas refaire le truc, on est dans la 10e année de la guerre de Troie. Le récit s'achève avant la fin de la guerre, d'ailleurs, on l'aura dans un autre récit, mais c'est surtout que les dieux sont parmi les humains, et je trouve qu'il y a cette rupture justement aussi dans le fait que, bah, voilà, les éléments fantastiques sont parmi nous, mais les dieux sont blessés comme des humains. Ils doivent se réfugier parce qu'il y a des humains qui peuvent les blesser, et ça m'avait beaucoup marqué ça à l'époque. C'est-à-dire que si tu faisais un récit où Dieu était blessé par un humain, mais voilà, tu te ferais vilipender comme c'est pas permis. Tandis que dans ce genre de récit, je sais pas, ça marquait, enfin pour moi, ça avait été une révélation en lecture l'Iliade, hein, clairement. Donc, moi je le mets dans. Alors, c'est vrai que je regardais, donc voilà, comme ça vous saurez ce qu'on a un petit peu utilisé pour ce soir. Je vous montre. Hein. Si vous trouvez ce bouquin, prenez-le. Hein, si vous êtes un peu, vous voulez connaître un petit peu le fantastique. Donc, Patrick Marcel, l'Atlas des brumes et des ombres, chez Folio SF. Lui, il cite l'âne d'or, justement par Apulée. Donc, c'est un homme qui est métamorphosé en âne par des sorcières de Thessalie. Donc alors bon, après il lui arrive des choses, on est plus dans les bacchanales, hein, donc un petit peu Dionysos, mais on est déjà effectivement Circé, hein, quand on lit l'Odyssée, hein, qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons, par exemple, si je me souviens bien, hein, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça, hein, qui
qui vont créer des éléments qu'on retrouve ensuite, effectivement, jusqu'au XVIIIe siècle dans le surnaturel, avec tous ces bestiaires. Donc c'est vrai que voilà, toi tu disais les métamorphoses d'Ovide, l'Iliade, l'Odyssée. Pour ceux qu'on connaît, en tout cas nous, après je t'avoue que je ne suis pas spécialiste de ce qui s'est écrit en Perse et en Égypte, malheureusement. J'aimerais bien, mais plus par les mille et une nuits qui ont été apportées au XIXe siècle que du coup on connaît. Comme tu disais, pour la partie Extrême-Orient, ils ont peut-être gardé ce côté animiste, en tout cas plus longtemps que nous, je pense. Ce qui fait qu'on a ce rapprochement avec les yokai, les kami au Japon, mais il y a les équivalents en Corée et en Chine, bien évidemment. Donc il y a des trucs peut-être qu'on a perdus en cours de route qui pour eux sont peut-être plus naturels, entre guillemets, je dirais, dans ce rapport au surnaturel en tout cas. Donc voilà, c'était pour donner un petit cadre pour dire voilà, que le fantastique, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. En tout cas, pas sur les formes qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, ça en faisait partie. Il y a une remarque intéressante dans le chat, en fait, là, Ouais, c'est vrai que je n'ai pas partage la peur de l'inconnu par rapport à nos ancêtres de l'Antiquité. Alors ça me fait penser forcément à Lovecraft qui disait, je l'ai sous les yeux, l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur, et le genre le plus ancien, le plus fort de la peur est la peur de l'inconnu. Donc vraiment, c'est des choses qu'on partage tous avec nos ancêtres quelque part, que ce soit l'Antiquité, les Grecs, voire même avant, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe à Lascaux finalement. Non. C'est comme alors pareil, on va faire un petit peu d'archéologie. La cité qui a été trouvée donc en ce qui est la Turquie maintenant, c'est Göbekli Tepe, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, vous m'excuserez pour la prononciation, qui est une immense cité, enfin l'équivalent d'une cité, mais c'était pas une cité, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'agriculture encore. Il n'y avait pas encore la sédentarisation telle qu'on va la connaître dans le croissant fertile, et pourtant il y avait des structures qui sont très impressionnantes. Et de ce qui en ressort, on pense que c'était un lieu déjà de culte, avant même, alors que les peuples étaient nomades, quoi. Il y avait déjà des lieux où on se rassemblait pour révérer quoi ? On ne sait pas vraiment. Voilà. Mais en tout cas, ça existait déjà bien avant la sédentarisation. C'était quand même ce qui montre ce que tu disais, David, sur ce besoin de se rassurer aussi, quoi. Et peut-être aussi de s'identifier, si on a les mêmes peurs. Bon, bref, on pourra en discuter pendant des heures de tout ça. J'essaie de retrouver ce que tu disais. Voilà, ok. J'essaie de retrouver sur les textes anciens sont du fantastique, mais ceux qui croyaient, ça n'en était pas, effectivement. Et on partage la peur de l'inconnu. Je passe à la suivante, qui était donc l'arrivée de la chrétienté. Alors, l'arrivée de la chrétienté, c'est pendant l'Empire romain. Alors, je vais prendre beaucoup de raccourcis, vous m'excuserez par avance. Pour des raisons politiques, Constantin le Grand choisit de se convertir, on ne sait pas vraiment si c'est converti, mais peu importe. En tout cas, la chrétienté devient la religion d'État, ce qui permet d'avoir plus de recrues dans les armées. Oups, j'aurais peut-être pas dû le dire. C'est pas moi qui le dis. Je vous conseille les excellents documentaires qui étaient passés sur Arte, qui s'appelaient L'Apocalypse, c'était en 12 parties, qui vous montreront les origines de la chrétienté. C'est fabuleux, c'est super intéressant. Donc, en tout cas, voilà, la chrétienté devient la religion d'État, elle s'impose petit à petit par rapport aux autres. Il faudra quand même le concile de Nicée pour foutre un petit peu, pour mettre un petit peu un terme au dawa que c'était, pour dire c'est mon texte qui est le meilleur. On vous rappelle qu'il y avait 12 apôtres et qu'il y avait des textes dans tous les sens. Résultat, il n'y en a plus que 4 dans le Nouveau Testament. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien choisir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bref, je m'égare, je ne suis pas en train de vous faire un cours de religion, mais en tout cas, petit à petit, la chrétienté s'impose dans le monde occidental et oriental, parce que ça commence là-bas quand même. Et petit à petit, tout ce qui était les anciennes croyances, les anciennes religions, ce qu'on nous on appellera le petit peuple, le peuple féerique, etc., tout ça devient petit à petit l'adversaire, le païen, le paganisme, etc. Ce sera la même construction avec l'islam plus tard, puisque les méchants, ce sera les djinns, qui étaient déjà présents auparavant dans ces folklores. Et on a cette création du diable, des démons, pour suivre un Dieu bienveillant. Alors, il n'est pas très bienveillant quand même, un Dieu, faut bien le dire, quand on lit l'Ancien et le Nouveau. Mais en tout cas, on a cette dualité de croyances qui fait que il faut quelque chose à combattre, et ce truc à combattre, c'est les anciennes croyances qui deviennent donc des démons et le diable. Voilà, j'ai fait juste un petit préambule pour arriver bien sûr à l'œuvre phénoménale qui est l'Infernal Comedy de Dante. Voilà, comédie divine, pardon. L'Infernal Comedy, c'est autre chose. C'est plutôt Mike Resnick, je ne sais pas te dire comme j'ai adoré. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez en dire là-dessus.
parce qu'il y a beaucoup à dire au niveau des textes aussi, quoi. Cela dit, puisque tu parles de Dante, il y a un passage assez fascinant qui est le panégyrique de Trajan, où justement il y a toute cette réflexion sur qu'est-ce que si en fait ne peuvent être sauvés que des gens qui sont postérieurs à la révélation, c'est-à-dire au Christ, qu'est-ce qui arrive des gens qui étaient avant? Alors c'est pas le cas de Trajan. Trajan, il était postérieur, mais il faisait pas partie des Romains convertis au christianisme. Et il y a toute cette réflexion sur le fait que s'ils étaient, comment dire, moraux, ils pouvaient être eux aussi sauvés. En soi, ça s'éloigne de notre sujet, mais ça montre quelque chose qui a souvent eu dans l'irruption des nouvelles religions, c'est-à-dire cette réflexion sur quel est notre rapport aux religions précédentes. Et il y a beaucoup de situations où il y a des sortes de remix presque, ou de réappropriation de religions plus classiques. Je pense que c'est plus impressionnant quand on regarde par exemple le bouddhisme, sur comment les différentes implantations du bouddhisme sont allées reprendre le folklore, les mythologies, voilà. Il y a eu, finalement, d'une certaine façon, le christianisme a moins fait ça, mais a quand même posé cette question de dire qu'est-ce qui se passe pour vos ancêtres? Est-ce qu'ils sont tous dans les enfers ou non? Vos héros passés, comment on les récupère? Est-ce qu'on les garde? Et est-ce que vos monstres passés, ça devient les ennemis, ça devient une forme de superstition? Ou est-ce que on va les intégrer comme étant des choses... Les djinns, par exemple, sont intégrés d'une certaine façon à une forme de croyance, alors que, je sais pas, le folklore breton ne s'est pas intégré aux croyances chrétiennes. Mais cela dit, ça rejoint un tout petit truc que j'ai dit tout à l'heure, et je pense que c'est assez important parce que c'est jamais très évident, notamment pour des Français. C'est que je pense que pour les Français, il y a la raison et le monde religieux comme deux choses vraiment opposées. Alors qu'en fait, on voit au XVIIe, XVIIIe siècle qu'il y a le monde, d'une certaine façon, le monde de la religion, c'est un monde d'une forme de, entre guillemets, superstition très élaborée, très intellectualisée parfois, notamment au Moyen-Âge avec le développement de la théologie chrétienne. Et en fait, il y a trois choses. Il y a le rationalisme moderne, la superstition et la religion. Et le recul de la religion, ça rend possible le développement du rationalisme, mais aussi le retour de la superstition, qui est un phénomène majeur du XVIIIe siècle, c'est d'avoir les deux en même temps, suite au retour au recul de la religion. Donc, c'est un phénomène que je trouve assez fascinant. Après, je suis en train de raisonner sur les textes religieux du Moyen-Âge. J'en avais un peu lu quand je faisais la philo, mais je les qualifierais pas vraiment de fantastiques. Ils sont parfois fantastiques par leur complexité, mais c'est pas du tout le même sens qu'on mentionnait. Mais non, est-ce que, par exemple, les anges ou... cela dit, il y a des récits très profondément imprégnés de christianisme, comme la matière du Graal, où il y a une forme de folklore. Et là, c'est peut-être un cas de figure, la matière du Graal, où selon les différentes matières du Graal, avec leurs variations géographiques, il y a une réintégration de croyances locales, en fait. C'est-à-dire que ce soit des formes de sorcellerie, de démonisme, je dirais. Mais voilà. Oui, parce que Merlin devient c'est le fils du diable, hein. Et pourtant, il a des actions bénéfiques. Il pratique la sorcellerie. Donc ouais, c'est vrai que le cycle du Graal est... nous, on le qualifierait de fantastique aujourd'hui, hein, mais c'est une matière très importante à l'époque. Il y a eu plusieurs déclinaisons, selon, comme tu dis, selon les endroits, mais ça permet d'avoir surtout des rapports aux valeurs morales qu'on voulait transmettre, je pense, à ces époques-là aussi. C'était intrinsèquement lié, de toute façon, ces récits-là. C'était aussi pour donner des leçons de conduite, etc. Voilà ce qu'il faut faire si vous voulez être un bon chrétien, etc. Ça, c'est un tout petit peu un truc important quand même qu'il faut toujours garder à l'esprit, parce que je pense que nous, on vit dans un monde d'accès aisé à la littérature, parce que on est tous alphabétisés,
lettré d'une certaine façon. Les livres, il y en a partout. On peut tout lire sur Internet, enfin presque tout lire. Il faut garder à l'esprit que si on parle de la matière du Graal, on parle d'une matière avant l'imprimerie. Et même les premiers siècles de l'imprimerie, c'est des siècles où les livres sont rares et chers. Mais alors au Moyen-Âge, c'est pas encore des vrais livres modernes. Donc en fait, le peu de livres qu'il y a, c'est pour une population très limitée. Et il y en a une partie qui est quand même réservée pour éduquer les fils des puissants. Et donc c'est souvent des récits édifiants. Et donc, cela dit, ça anticipe sur quelque chose qu'on va voir, c'est que le fantastique, ça a beaucoup à voir avec la fable. C'est déjà ça dans l'Antiquité. C'est déjà le cas dans l'Antiquité, mais avec quelque chose de la transmission de valeurs. C'est-à-dire, arrive un danger, un inconnu, et on vous explique comment affronter cet inconnu, comment triompher de cet inconnu, par quelle valeur, voilà, qui est quelque chose qu'on retrouve finalement. La grande base de La Fontaine, c'est Fables d'Ésope, mais on voit le changement anthropologique entre les deux, c'est-à-dire chez Ésope, il y a encore sans doute une partie de ses lecteurs qui croient à ce fantastique. Chez La Fontaine, il n'y a plus cette croyance. Ouais, je vois quelques remarques. Donc, je mets ça de Dark Sunshiner. Donc, les saints sont un peu des super-héros. Oui, c'est vrai qu'il y a des miracles de certains saints qui sont assez incroyables. Voilà. On pourrait parler, par exemple, une des plus connues, hein, Sainte Brigitte, qui est clairement la Brigitte celtique, la déesse aux trois visages, hein, donc la déesse mère. Hein. Et puis, il y en a plein d'autres hein, qui sont calés, qui ont récupéré d'anciennes croyances, comme tu disais, hein, qui ont été récupérées ou combattues. Ça dépendait des locaux. Et je vois par exemple une référence, le livre de Gérald Messadier sur la création du diable. Écoute, j'irai lire ça parce que ça a l'air très intéressant. Sur les rapports effectivement donc au diable et comment ça s'appelle du cycle arthurien, donc il y avait pas mal de choses et c'est vrai qu'il y a aussi au Moyen Âge, parce que c'est très long le Moyen Âge, hein, c'est une très longue période. Et c'est comme l'époque romaine, c'est 10 ans. Ouais. Alors, ça vous intéresse, je vous recommande un très bon livre qui est chez Belin. Je crois Belin a toute une série de grands livres d'histoire comme ça qui couvrent des très grandes périodes. Et il y a le livre sur l'Occident de Joël Chandelier. Alors c'est bien précisé que c'est l'Occident occidental, enfin non, le Moyen-Âge occidental, pardon, et qui couvre 10 siècles. Et en fait, ça vaut aussi pour les 10 premières pages où il explique comment couvrir 10 siècles comme s'il y avait une identité. Et d'ailleurs, le Moyen-Âge, c'est une reconstruction a posteriori, en fait. Ah oui, Les gens du Moyen-Âge, ils ne savaient pas qu'ils étaient au Moyen-Âge. Non, c'est clair. Surtout qu'en plus, c'était la continuation de l'Empire romain qui continuait à exister à à Constantinople, etc. Bon, il y a beaucoup d'allers-retours, des reconstructions, Empire franc, bon bref. On pourrait refaire des émissions sur l'histoire. Oui, l'histoire du Graal a été réécrite plusieurs fois, bien sûr, pour s'adapter aussi aux époques. Ça n'a pas été tout écrite en même temps, hein, forcément. Et effectivement, pour valoriser ensuite la chrétienté, parce que c'était un petit peu le dawa en Occident à cette époque-là, hein, avec les seigneurs qui se mettaient dessus régulièrement, donc ça permettait de leur dire « Soyez un bon chrétien, s'il vous plaît ». Et il y avait aussi, voilà, cette partie qui, moi, m'intéressait, c'était ces créations des bestiaires. Des premières cartographies avec les terrains incognita, etc. Pareil, justement, pour essayer d'expliquer le monde. On a beau être croyant, on veut essayer d'expliquer. Donc, il y a des bestiaires qui sont curieux hein, pour nous, hein, avec des licornes, etc., qui reprennent en fait des choses qui étaient connues, entre guillemets, déjà à l'Antiquité. Donc, et ça fait partie aussi de ce qui va créer les superstitions qu'on va retrouver plus tard, entre autres. Donc, ça, je ne sais pas si comment vous avez vu ces choses-là, mais c'est vrai que les bestiaires, j'en ai lu qui c'était vraiment... Enfin, moi, je m'en sers pour des parties de jeux de rôle, je ne devrais pas le dire, mais c'est tellement excellent. Et qu'on retrouve justement dans Donjons et Dragons, d'ailleurs, entre autres. Nous, à Verdun, on en a des très beaux. De toute façon, quand Gilberto, je parle un peu, était venu à Verdun il y a quelques années, on a pu visiter, il y a 2-3 ans. À Verdun, on conserve, ils sont conservés quelques manuscrits qui datent de cette époque-là, avec des vrais bestiaires. Et les voir en vrai, c'est vraiment quelque chose d'hyper impressionnant. Quoi, voilà. Puis d'être extrêmement raffiné, finalement. Quoi. Ouais, moi, je me souviens d'avoir vu le livre de Kells à Dublin, en Irlande. Ouais, c'est assez incroyable aussi, quoi. Parce que tu as tout le bestiaire dans les enluminures, en fait. Ouais. Après, moi, alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui me frappe, c'est quand on découvre que jusqu'à une période récente, sur le territoire européen, il y avait plein de bêtes et que
dans l'Antiquité, il y en a beaucoup qui sont mortes, et plus on progresse, plus l'être humain détruit des espèces, et que bientôt on percevra comme fantastique des bêtes qui en fait ont existé pendant longtemps, mais même des choses comme le lynx est un animal, bon, ça fait un certain temps qu'il est en voie d'extinction, mais restera-t-il encore très longtemps? Et voilà, et j'y pense aussi parce que il y a une autrice des forges qui travaille dans les musées et qui prépare des expositions sur les insectes. Et en fait, on se rend compte que peut-être la partie du règne animal qui a le plus souffert, c'est les insectes. Ou quand on regarde les collections du 19e siècle, on se rend compte que il y a des milliers d'espèces qui ont complètement disparu. Et donc, si vous voyez une reproduction ou une carcasse, vous dites ah, quelle bête étrange, et en fait c'est une bête qui a existé et qui n'existe plus. Alors après, les bestiaires, c'est souvent aussi non, pour le coup, c'est des animaux inventés, mais il y a une quinzaine d'années, il y avait eu au Quai Branly à Paris une très belle exposition qui était sur l'autre, et qui citait beaucoup Montaigne, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là, et sur l'imagination. Alors, c'était un bestiaire très particulier d'autres êtres humains. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, pour le coup, s'est développé au moment des découvertes des, entre guillemets, Amériques. Il faudrait mettre découverte, entre guillemets, et Amérique, entre guillemets, puisque c'était ni une découverte, ni les Amériques, en fait. Et l'imagination d'autres types d'êtres humains. Donc, des êtres humains beaucoup plus velus, ou des êtres humains avec des couleurs de peau étranges, et des choses comme ça. Et c'est à la fois, c'est là où c'est du fantastique, c'est que c'est pas toujours la terreur de rencontrer quelque chose qui nous ressemblerait pas, mais parfois l'espoir de rencontrer quelque chose comme ça, parce que je pense qu'il y a aussi un moment où s'est développé en fait cette impression que le monde est trop petit. C'est-à-dire que déjà à l'époque, cela dit, déjà Alexandre le Grand disait que le monde était trop petit pour lui. Et en fait, il y a ça aussi, cette idée d'avoir l'espoir de pouvoir rencontrer des animaux fantastiques quelque part, alors que petit à petit, l'humanité se développe, prend le contrôle de la nature, s'affirme comme maître et possesseur de la nature, et donc plus personne ne nous... Ouais, plus rien ne nous échappe, il n'y a plus de merveilleux. Voilà, le merveilleux se réfugie en littérature, parce que plus l'être humain déploie sa puissance, plus l'inconnu et le merveilleux reculent dans le réel. Oui, effectivement. Et moi, ça me fait penser aussi que dans la nature des mythes, on retrouve des événements dramatiques qui ont marqué des populations. Je pense par exemple aux aborigènes, qui ont massacré 80% de la mégafaune qui traînait en Australie pour survivre, et c'est resté dans leurs croyances, profondément. Pareil chez ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, donc les peuples premiers, parce que l'agriculture est arrivée quand même en Amérique du Sud et centrale, mais en tout cas dans les grandes steppes de ce qu'on appelle l'Ouest américain, pareil, ils ont massacré des espèces entières, donc ça a marqué des imaginaires collectifs aussi derrière, et du coup des mythologies. Donc c'est aussi très intéressant à voir comment ça a pu se fixer à des moments donnés, quoi. Donc pour Je revenir... pense aussi à quelque chose. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais qui m'avait émerveillé, que je recommande. C'est, je crois qu'il est anthropologue, qui s'appelle Bertrand L., qui est publié aux éditions de l'Œil d'Or. Et il a fait un ouvrage qui s'appelle Sang Noir, qui était sur la chasse, notamment l'histoire de la... Ça, c'est quelque chose qui, depuis une vingtaine d'années, a passionné plein d'anthropologues, l'histoire de la chasse. Et c'est aussi toute une réflexion sur le recul de notre lien à l'animal, qui auparavant, le loup, mais aussi l'ours, étaient extrêmement présents dans le monde occidental, et sont devenus des figures lointaines, soit absentes, soit parfois dans des souvenirs lointains. C'est-à-dire, on a toujours la peur du loup, alors qu'en fait, il n'y en a plus depuis longtemps. il n'y en a plus depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, de leur vie, ne croiseront jamais un seul loup, quoi. Et la cohabitation avec l'ours, qui a été quelque chose qui a duré jusqu'à une partie du Moyen-Âge dans certaines contrées d'Europe, c'est quelque chose qui a disparu. Et avec une forme de mythologie, avec une dimension parfois anthropomorphique, où on prêtait des traits humains ou pas humains, mais para-humains à ce type d'animaux, quoi.
Oui, Bah, donc ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ce qui est fascinant sur l'évolution du fantastique, c'est que c'est très lié à l'évolution des sociétés. Et un deuxième petit point qui est secondaire, mais qu'il faut jamais oublier, c'est l'évolution de l'édition et du rapport à l'écrit, en fait. Comment circule l'écrit? Est-ce qu'il est juste dans l'oralité, donc dans la légende? Parce que les légendes au coin du feu, à la fois, elles subissent plein de variations, mais elles permettent de créer des noyaux, en fait. Donc, Ouais, alors la bête du Gévaudan, c'est intéressant que ce soit cité parce que justement, on est dans l'ère des Lumières, hein, clairement, hein, et on retrouve cette thématique, cette dualité entre la raison et l'élément fantastique. Est-ce que c'était vraiment un loup phénoménal, etc. Est-ce que c'était un complot, machin, etc. Vous voyez, le Pacte des loups, c'était très amusant pour le coup à l'époque. Mais c'est vrai que ouais, la bête du Gévaudan, on est dans du cadre fantastique, effectivement. Je regarde un petit peu en même temps hein, vos remarques. Tu vois, il y a le cabinet des chimères. Effectivement, ça, on va en discuter. L'étrange, ce qu'on appelle l'urban fantasy, qui est venu un petit peu plus tardivement en tout cas. Mais en tout cas, le fantastique tel qu'on le connaît, il s'ancre dans les récits urbains, hein, clairement. Hein. Et la cryptozoologie, oui. D'ailleurs, petite anecdote, le mythe du cyclope dans la Grèce antique vient en grande partie d'os d'éléphants nains qui ont été retrouvés sur une île dans lesquels les éléphants, à l'époque où il n'y avait pas encore eu la montée des eaux telle qu'on la connaît, c'était encore la période glaciaire, il y a une population d'éléphants qui s'est retrouvée bloquée par la fonte des glaces sur une île de la mer Égée. Donc, forcément, le nanisme arrive, hein, quand vous êtes en population réduite, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Et les os qu'ils ont retrouvés, sincèrement, ça fait méchamment penser à une tête de cyclope. Parce qu'il y a le gros trou là où il y a la trompe. Et c'était pas des éléphants de 3 mètres de haut. C'était beaucoup plus petit. Donc il y a des parallèles comme ça qui sont assez amusants sur aussi ce rapport à ce que nous, maintenant, on appelle l'archéologie, où à l'époque, eux, ils savaient pas que c'était un crâne de tyrannosaure qu'ils retrouvaient. C'était un dragon, hein, forcément. Voilà. Et maintenant, on ramène on ramène les direwolves. Il y a eu des experts, enfin, ils ont remis en, comment dire, ils ont recréé des loups qui avaient disparu depuis 10 000 ans, un truc comme ça. On parle de cryptozoologie, enfin, c'est pas vraiment la recréation, mais enfin, il y a des bricolages comme ça ça fait réapparaître des créatures disparues, quoi. Bah, les mammouths, hein, ils en sont pas. Je crois qu'ils peuvent le refaire. Hein. Après, quel intérêt, mais bon. On verra, ouais. Possible, voilà. Donc voilà, c'était juste pour parler donc cette période en tout cas qui est, comme tu dis, c'est 10 siècles, donc c'est très long, c'est très divers au niveau des époques et des types de sociétés, puisqu'entre le haut Moyen-Âge, qui est la continuité de l'Empire romain, hein, à un moment donné, faut le dire aussi, avec beaucoup de mouvements de population, des refontes complètes du système économique, il y a toujours les mêmes flux, mais en tout cas, ça bouge pas mal, jusqu'à la fixation des féodaux, l'essor des royautés en tout cas, donc, principalement la France et l'Angleterre hein, à cette époque-là, puis tout le reste. Et ça fixe les rapports sociaux aussi de façon différente, et aussi du coup l'évolution de la chrétienté qui suit ces évolutions-là, ou qui les devance, ça va dépendre des moments dans l'histoire. Donc cette création du diable, elle est très importante parce qu'il y a encore, ça on l'a peut-être pas dit, mais beaucoup d'hérésies aussi. Ce qu'on appelle des hérésies, c'est beaucoup d'interprétations autres de la religion et de la matière sur laquelle se fondent les religions. Donc pareil, il y a toujours si tu ne crois pas au même Dieu que moi, que mon credo, forcément c'est le diable. Donc, je pense par exemple au Cathare, au Bogomil, et tous ces braves gens. Quand on dit encore un bonhomme ou une bonne femme, merci les Cathares, parce que c'est clairement leur vocabulaire qui est resté en tout cas, hein, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, on a ces bestiaires, cette duologie, je dirais, entre le bien et le mal, qui va fixer pas mal de choses. Donc, et moi, du coup, j'en profite, hein, je reviens donc sur notre ami, la Divine Comédie, donc, qui reprend des choses qui existaient déjà en prémisse, hein, qui était du Dr Faust, hein, qui vend son âme au diable. Donc c'est aussi un... Alors je sais pas comment vous le relisez encore aujourd'hui, mais on appelle ça du roman gothique, mais c'est quand même plus ancien, hein, c'est avant l'âge de raison en tout cas. Mais cette façon de traiter avec le diable fait qu'on se corrompt soi-même. À quoi ça correspond en termes... on est toujours dans du fantastique, hein, tel qu'on pourrait le comprendre aujourd'hui, mais en termes de leçon de morale, c'est quand même tout à fait autre chose, quoi. Donc je sais pas si vous le prenez comme une rupture aussi à un moment donné, qui est aussi peut-être un recul de la chrétienté à ce moment-là, peut-être. Non, alors moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que je pense que les gens sont très concentrés sur le volume qui s'appelle l'Enfer, parce que je pense que c'est celui qui fournit le plus Ah oui. l'imaginaire fantasmagorique par rapport aux deux autres.
Je pense que pour les Italiens, il y a quelque chose de plus important chez Dante, parce que c'est vraiment le creuset de la langue italienne moderne, parce que l'Italie, c'est une vingtaine de langues, en fait, qui sont pas toutes des langues italiennes, voilà, même si c'est toutes globalement des langues romanes. Donc je pense que le rapport moderne qu'on a à Dante, c'est un rapport où parfois on est très concentré sur la langue et la poésie de l'œuvre, mais l'imaginaire nous paraît un peu lointain. C'est aussi une forme d'humanisme, c'est-à-dire de dialogue avec les textes de l'Antiquité. Donc c'est une œuvre fondatrice, mais c'est vrai que spontanément, j'aurais pas pensé comme une œuvre du fantastique. Sauf que tu as raison, quand on lit, c'est du fantastique, parce que en plus c'est une représentation, je pense, de l'imaginaire chrétien qui est très différent de l'imaginaire chrétien qui peut rester au XXe et XXIe siècle. C'est un imaginaire fantasmagorique, terrifiant, extrêmement angoissant, très violent, et très littéral. C'est-à-dire que l'enfer, je pense, au 19e, 20e, 21e siècle, est devenu quelque chose de plus en plus abstrait. Chez Dante, c'est pas très abstrait. Hein, c'est-à-dire que je pense que la seule fois, alors attention, vous allez tomber de haut, la seule fois où j'ai vu enfant une représentation qui ressemble à l'enfer de Dante et qui montrait, voilà, c'est dans les Chevaliers du Zodiaque. Il y a un mix à un moment de l'enfer de Dante et du Styx. Dans le combat du dragon contre le chevalier du cancer. Et je trouve que c'est fascinant parce que en fait, c'est quelque chose Avec qui est tous les visages sur les colonnes et tout. Ouais. c'est ça, il y a quelque chose qui est très frappant dans le manga et l'anime japonais, c'est que souvent, c'est des auteurs japonais qui sont donc de culture japonaise qui tombent ou qui entendent parler d'une œuvre occidentale et la lisent avec des clés complètement différentes de nous, mais ils lui redonnent une vitalité fantastique qu'on a perdue parce que eux se prennent l'imagerie en pleine face et ça les marque presque plus que nous, parce que nous, finalement, ça fait partie du décor, on les interroge plus beaucoup, quoi. Et je trouve que c'est toujours fascinant comment l'animé ou le manga redonne de la vitalité à des œuvres occidentales ou à des mythes occidentaux. Bon, là, Guillaume pourra parler de Tanabe sur Lovecraft, quoi. Mais Mais c'est marrant parce que, enfin, moi, pareil, tu parles de pop culture, mais moi, j'ai découvert, en fait, l'Enfer de Dante, je l'ai pas lu, hein, j'avoue, mais je l'ai découvert par les X-Men. En fait, il y a un épisode, je me souviens que j'ai lu quand j'étais gamin, en fait, bah, c'est Diablo, le personnage, hein, il disparaît. En fait, il faut aller le chercher dans les enfers, dans le cercle des enfers. Donc, ils vont tous avec le Docteur Strange. Et c'est là que j'ai découvert le principe des cercles des enfers, etc. Et moi, c'est cette entrée-là que j'ai eue. Tu parlais des Chevaliers des Zodiac, mais moi, c'est par les X-Men que j'ai découvert, voilà, la littérature de Dante, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on retient effectivement l'enfer pour cette description qui est terrifiante, hein, clairement. Moi, je trouve qu'on la retrouve vachement dans les tableaux de Bosch. Hein. C'est horrible, quoi. Enfin, c'est vraiment flippant, hein, pour le coup. Hein. C'est vrai que pour nous, ça fait fantastique maintenant. À l'époque, il devait filer droit, quoi. Tu lis ça, t'as pas du tout envie d'aller en enfer, hein, une fois que t'as lu Dante. Mais alors, pas du tout, quoi. Mais cela dit, c'est aussi intéressant sur le fantastique de se dire que le fantastique, ça joue sur certains sentiments qu'on ne trouve pas vraiment dans les autres littératures, comme la terreur, le sublime, l'angoisse, enfin, plein de sentiments que les autres littératures peuvent avoir plus de mal à traiter. Et, et c'est vrai que il y a une sorte de contrôle moral par la terreur dans certaines représentations de l'enfer au Moyen Âge, qui est oui, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas un traité de théologie qui peut empêcher les gens d'être amoraux. Il faut vraiment leur dire, voilà, dans le monde réel, si vous prenez un coup de bâton, ça vous fait mal. Bah, si vous êtes aux enfers, vous vous prendrez 1 million de coups de bâton pendant des milliers d'années, quoi. Donc c'est, je trouve ça... Ouais. oui. Non, mais je vais relire l'enfer de Dante. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Pas Ouais, avant de me coucher, mais ouais, mais voilà. non, mais c'est vrai que c'est effrayant. Puis il y a cette différence entre la peur primale, etc., que quelque part tu peux combattre. Mais la terreur, c'est quand même quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est paralysant. C'est ce qu'on va retrouver dans la matière fantastique aussi, hein, qui va générer l'horreur, etc. Tu es complètement bloqué, terrifié, quoi. Donc,
Ouais, non, enfin, franchement, l'enfer de Dante, alors effectivement, après, c'est autre chose, hein, c'est plus lumineux, clairement. Mais alors celui-là, alors maintenant, Mais je sais il y qu'on a a. quelque chose, c'était le philosophe allemand Heidegger qui disait, il faisait une différence, lui, entre peur et angoisse. La peur, c'est, vous croisez un chien, vous avez peur qu'il vous morde, ça c'est de la peur. Vous voyez qu'on n'est pas dans le récit fantastique, Mmh. mais vous avez peur de la mort, qui est donc quelque chose qui vous attaque non de l'intérieur d'une certaine façon. Ça, c'est de l'angoisse. Et en fait, je pense que la terreur, c'est quelque chose, c'est différent de la peur, donc c'est pas un objet extérieur nécessairement, ou même si l'objet, le support est extérieur, ça touche quelque chose en vous qui est très profond. C'est-à-dire que ça touche votre croyance en la stabilité des lois de la physique, ça touche votre croyance en l'existence d'un avenir, en l'existence de la rationalité ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça ébranle quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui fait qu'il n'y a pas d'issue. Si le chien m'attaque, je peux me défendre, je peux avoir l'illusion que je peux me défendre, je peux avoir l'illusion que je peux courir assez vite, et voilà. Face à la terreur, il n'y a rien. Il y a la paralysie, parce il y a rentrer en soi-même, et se dire que même en soi-même, on sera perdu, parce que on a perdu le support qui permet en soi le salut. On retombe un petit Ça peu sur l'idée d'horreur cosmique qu'on a chez Lovecraft, en fait. Voilà, exactement. on Ouais, est tout à fait. complètement insignifiant devant, voilà, on est paralysé, si tu le disais, voilà, vraiment quelque chose, on ne peut pas réagir, quoi, voilà. Ouais, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que Lovecraft est toujours aussi moderne, parce que ça reprend des choses mais qui étaient déjà là, en fait, avant, hein, mais sauf qu'après, il faut les matérialiser aussi, hein. Je regarde parce que ça parlait d'Atlantide. Oui, le passage du cancer, c'est vraiment le plus flippant, effectivement. L'homme de l'Atlantide. Ouais, c'est l'Atlantide, oui, effectivement, qui part d'un récit. Enfin, je pense que Platon a bien dû rigoler. Enfin, c'est même pas Platon, c'est Socrate qui en parle d'ailleurs, de l'Atlantide. C'est simplement pour parler d'Athènes, hein. On va se calmer 2 secondes. Maintenant, ça renvoie à des choses qui ont sûrement dû se passer, qui devaient être transmises sur voie orale. On rappelle quand même que ces régions du monde ont bien souffert. Regardez les cartes, parce qu'on arrive à recréer des cartes avant le réchauffement post-glaciaire, hein. La mer Noire, il y avait sûrement des civilisations dedans, parce que ce n'était pas une mer, il y a encore 10 000 ans. Le Ouais. désert, le Moi, Sahara était encore une forêt, quoi, il y a Moi, un 5 000 truc ans. qui me fascine, et je trouve que c'est une matrice à histoire géniale, c'est que j'ai lu un article il y a quelques mois sur le fait que dans la mer du Nord, il y avait une civilisation il y a très très longtemps, et que Oui, on sait qu'il y a un continent, alors pas très grand parce qu'il fait 250 mètres, 250 kilomètres d'est en ouest, qui est à 70 mètres de profondeur en fait. ouais. Et en fait, on trouve parfois des chaussures de l'époque. C'était des chaussures en cuir, alors c'est du cuir plié, donc c'est pas de la bottine aristocratique du 19e siècle, mais Mmh, voilà. Mais je c'est trouve fascinant, ça hein. assez fascinant. Mais ça Mmh. rejoint aussi un autre truc, c'est que, bon, on revient toujours à Lovecraft, mais Lovecraft, c'est un auteur de la grande période du développement de l'anthropologie, de la préhistoire. Alors, il vient de la génération juste après, quoi. Mais toute cette accumulation de connaissances, c'est l'occasion, en fait, dans l'ère post-Darwin, de se rendre compte que non, l'être humain n'est pas du tout au centre. Enfin, il devient au centre parce que finalement, on détruit le monde entier. Mais en fait, on était juste un petit objet, et le monde a été complètement différent, beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus fantastique, avec plein de créatures plus étranges que nous, des civilisations qui ont disparu. Finalement, Howard, c'est ça aussi, c'est des civilisations qui ont disparu, en fait. Ouais. Voilà, mais ouais, c'est une matrice à fiction que je trouve fantastique. Mmh. La connaissance scientifique, c'est une matrice à fiction, quoi. Je pense que les scientifiques, s'il y a quelqu'un qui m'entend, il va s'étrangler, parce que c'est pas seulement une matrice à connaissance, mais c'est-à-dire à mesure que la connaissance progresse, euh, la- l'évaluation de notre ignorance progresse aussi. Se dire, là où il y a de l'ignorance, il y a matière à un bon roman. Ouais, ouais, puis ça s'étend de plus en plus effectivement avec les développements de la physique quantique. Moi, c'est que, le continent dont tu parles, c'est le Doggerland, hein, qui fait que la France et Ouais. l'Angleterre étaient reliées l'une à l'autre, et ça a disparu complètement qu'il y a 7 000 ans. Enfin, c'est rien à l'échelle du développement de ce qu'est l'humanité.
des hominines. Mais le mythe de la ville 10, hein, chez les Bretons, il vient pas de nulle part non plus. D'où le fait que l'Atlantide, ça vient pas de nulle part, et c'est quelque chose qui est assez commun à pas mal de civilisations autour du globe. C'est aussi cette élévation des eaux qui a englouti beaucoup d'endroits où les humains évoluaient, quoi, tout simplement. Donc, c'est pour ça que l'Atlantide, et puis en plus Santorin, quoi, je veux dire, voilà. Des tsunamis en Méditerranée, il n'y en a pas toujours, hein, quand même. Hein. C'est plutôt une mer tranquille, hein, si vous voulez, pour ceux qui connaissent. Mais si c'est un tsunami avec des vagues de 10 mètres de haut, j'imagine le traumatisme que ça a dû être pour les populations de l'époque et qui a dû marquer pendant des siècles, clairement. Donc il y avait de quoi créer l'Atlantide. Et d'ailleurs, de toute façon, pour ceux qui connaissent Santorin, ceux qui ont fait de l'archéologie, il y a les restes des cités en dessous, quoi. Donc et c'était un peu contemporain de la Crète. Bref, voilà, je m'égare complètement. On va arriver à l'âge de raison, ce qu'on appelle l'âge de raison, ce qui est donc, suite à ce que tu disais, hein, David, ce recul du christianisme en tout cas. Les gens continuent à aller à l'église, il y a toujours les superstitions, etc. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des superstitions, mais en tout cas peut-être des résurgences de vieux cultes, de prières, des sorcières, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la figure de la sorcière, mais il y a eu des procès en sorcellerie encore récemment, c'est-à-dire il y a 2 siècles. Hein. Donc ce mythe de la sorcière, hein, tout ça c'est amalgamé, et au moment où la chrétienté recule, la philosophie des Lumières s'épanouit, commence à arriver, et je crois qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les contes et légendes, parce que les contes de Perrault, La Fontaine, les contes des frères Grimm, etc., ça va puiser dans une matière qui est déjà préexistante, roman de renard, hein, au Moyen-Âge, et qui va former la matrice sur laquelle le fantastique moderne tel qu'on le connaît s'appuie aussi. Je vous incite fortement, tiens, je vous remets la petite photo, parce qu'on va parler de philosophie des Lumières, donc c'est la rationalité. L'homme utilise son esprit, sa raison, avec l'expérimentation, pour tester sa connaissance, sa capacité à mieux comprendre le monde. Attention, ceci dit, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'islam à ses débuts, qui a récupéré toute la matière de la Grèce et de la Rome antique, il y avait déjà aussi religion et science qui étaient déjà mêlées. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve. Je fais encore une aparté, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le Coran et autres, ça favorisait en tout cas l'essor des sciences. Il y a beaucoup, l'astronomie moderne doit beaucoup à l'islam. Hein. Les noms de planètes, Aldébaran, c'est pas un nom occidental, hein, par exemple. Mais en tout cas, il y avait cette imbrication entre la connaissance du monde que permet la croyance en Dieu. Et ça, c'est très particulier à l'islam, en tout cas. J'avais trouvé ça très intéressant dans cette construction du monde dans lequel ils évoluaient, en tout cas au Moyen-Orient, et qui a été transmis petit à petit, je pense, à un moment donné, au monde occidental. Donc c'est vrai que la matière des contes, etc., elle a permis de garder peut-être aussi toutes ces anciennes mythologies. Je ne sais pas si vous le voyez de la même façon. Après, il faut distinguer contes et contes, parce qu'effectivement, tu parles de La Fontaine, Perrault, Grimm. En fait, ça nous fait 200 ans d'histoire littéraire. Oui, bien sûr. Il faut garder à l'esprit que, en fait, 200 ans d'histoire littéraire, nous, ça nous ramène à Grimm. Donc, chez La Fontaine, par exemple, il y a très peu de folklore, et il y a beaucoup de l'intention fabuliste, édificatrice, moralisante, l'esprit de cour d'une certaine façon, autant que la critique de l'esprit de cour. Ça fait que La Fontaine, c'est à la fois la fable et pas le conte, en fait. La fable, c'est un genre littéraire édifiant, voilà. Le conte, c'est la reprise souvent de récits folkloriques par l'enquête aussi. C'est-à-dire que le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est aussi une période de récolte des contes qui vont de pair avec un début d'alphabétisation en Occident. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, on a du mal à mesurer vraiment l'alphabétisation, les progrès de l'alphabétisation. Parce que la première étude qu'il y a eu en France sur les progrès de l'alphabétisation date du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, et en fait, elle a consisté à faire des sondages dans tous les registres de mariage pour savoir si les gens pouvaient ou ne pouvaient pas signer de leur nom. Et donc, on en a déduit qu'ils pouvaient lire et écrire. Sauf qu'en fait,
on peut tout à fait savoir signer de son nom sans savoir lire et écrire. Mais Tout à fait. grosso modo, cette première étude avait conclu qu'à la fin du XVIIe siècle, il y a 20% des Français qui savent lire. Fin du XVIIIe, on est à 40%. On est au-delà des 50% vers le milieu du 19e, et fin du 19e, il y a plus de 80% des Français qui savaient lire et écrire. Et voilà, c'est un ordre de grandeur, c'est une étude qui est très débattue, on ne sait pas exactement, c'est très difficile de déterminer ça. Et c'est un rapport aussi avec la circulation des récits, c'est-à-dire que les fables de La Fontaine ont une circulation qui est limitée. À l'inverse, les contes qui ont une dimension folklorique, au contraire, circulent beaucoup. C'est-à-dire, circulent beaucoup. Alors, de toutes sortes de façons, ils circulent par l'oralité, dans les familles, circulent aussi par les colporteurs, par la tradition de l'image d'Épinal, alors qui est à peu près contemporaine. Là, c'est très grossier ce que je dis, mais cette idée que c'est des images qui servent de base à des récits. Il y a toute forme de spectacles aussi qui sont itinérants, qui permettent de faire circuler ces contes. Et en fait, d'une certaine façon, les frères Grimm, c'est presque à la fin de ce processus. C'est-à-dire que les frères Grimm, on est au début du 19e siècle, on est dans une période d'alphabétisation qui progresse très vite, de progression de l'édition, de progression de la presse. Et les Grimm, d'une certaine façon, c'est presque une œuvre totalisante de clôture, en fait, où en fait, ils vont récupérer beaucoup de légendes. Ils enquêtent, voilà, c'est aussi des gens qui ont écrit un dictionnaire, qui ont travaillé sur une période de fixation de la langue aussi. Donc, et ce qui est fascinant chez les Grimm, et là où c'est différent, c'est que les Grimm, il y a certes une dimension moralisante, fabuliste chez eux, mais il y a un sacré folklore aussi, et c'est un folklore beaucoup plus vaste et impressionnant que celui qu'on trouve chez La Fontaine ou Perrault, dont c'était pas l'objet en fait. C'était, mais non, les Grimm, les contes des frères Grimm, et alors je sais pas si vous avez l'occasion de les relire, mais il faut relire. C'est d'un certain niveau de violence et d'horreur en fait. Ah oui, complètement. Oui. Parce qu'on a C'est l'image Disney qui fait Oui, mal. c'est ça. C'est qu'en fait, quand moi, enfant, je les avais lus, mais j'avais lu des versions complètement édulcorées. Quand je les ai découverts à l'âge adulte, d'ailleurs, elles ne sont pas publiées en édition jeunesse. Quand c'est chez Folio, c'est pas en Folio Junior, c'est en Folio tout court. C'est des textes de vraie grande qualité littéraire. C'est des textes qui peuvent être très terrifiants, en fait. Ah oui. C'était ça d'ailleurs. Hein. C'était des récits terrifiants et qui se finissent pas bien. C'est vrai que Walt Disney a donné une imagerie qui est pas du tout celle des contes d'origine, quoi. Effectivement. Mais sur les Lumières, alors je suis désolé parce que j'ai déjà raconté ça une autre fois et là tout à l'heure j'en ai un tout petit peu parlé et puis j'espère que c'est pas redondant avec ce qu'a pu dire Adrien la semaine dernière. C'est ça, c'était la semaine dernière que tu Oui, que parlais. j'avais reçu Adrien pour parler des vampires, ouais, effectivement. Enfin, d'Anne Rice. Ouais. Bah, le vampire moderne, il naît un peu par deux vagues, en fait. Une première, enfin, celle qui est la plus connue, c'est peut-être le vampire de Polidori en 1821, qui a sa propre histoire que je ne vais pas refaire ici. Mais en fait, il y a un premier moment dans les années 1740 aux années 1760 où, alors que vraiment se développe l'esprit des Lumières, l'esprit de rationalité, il y a un retour en Europe de la superstition. Et les best-sellers, c'est les récits pseudo-scientifiques, parascientifiques sur les vampires et qui sont présentés comme des enquêtes réelles sur des événements réels. Et il y en a plein. Et c'est déjà un développement d'une forme de presse aussi, qu'on qualifierait rétrospectivement de sensationnaliste, qui raconte ces histoires-là où il n'y a pas ce qu'on a aujourd'hui comme rapport à la vérité. C'est-à-dire, grosso modo, on nous a raconté ça. On est vraiment dans des situations. Si la légende est mieux, imprimez la légende. Hein, voilà. Donc le caractère sacré de la vérité dans la presse, ça n'existe pas vraiment à l'époque. Et donc toutes ces feuilles qui circulent, en fait, nous on les qualifierait presque de fiction ou de roman, mais sont présentées comme des faits réels et entretiennent une superstition, si bien que Voltaire, par exemple, se met à écrire sur ça en disant que lui, ça le traumatisme, cette fascination pour les vampires.
voilà, c'est. Et tout à l'heure, on a mentionné la Bête du Gévaudan. La Bête du Gévaudan, c'est le même type de mécanisme, sauf que c'est en Exactement. France, parce que l'histoire des vampires, en fait, c'est dans l'Empire austro-hongrois qu'elle se passe initialement, et par contre, effectivement, la Bête du Gévaudan, bah, c'est en France, mais c'est un peu le même type de mécanisme, c'est-à-dire il y a un fait divers qui est sans doute un fait criminel de base qui peut être horrible et tout ça. Il y a une légende, il y a la peur, et puis finalement ça enfle jusqu'à ce que le monstre, enfin l'individu qui est moralement monstrueux devient euh, matériellement monstrueux et crée la terreur en fait. C'est-à-dire, c'est presque, c'est aussi une manière, il y a quelque chose sur la réflexion morale de se dire, l'individu qui est moralement monstrueux, il est nécessairement hors de l'humanité en termes biologiques, anthropologiques, c'est nécessairement un lycanthrope, quoi, quelque chose d'autre, quoi. Donc, ça se joue à ce moment-là, au XVIIIe siècle, un truc sur la rationalité, et c'est quand même intéressant de rappeler que c'est vraiment quand même lié au recul de la religion qui a quand même une dimension régulatrice à l'époque, parce que dans un monde religieux, enfin un chrétien classique, il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de lycanthrope, voilà, même si effectivement l'apparition des vampires s'est fait parfois dans des univers qui étaient en théorie chrétiens, mais pas en France par exemple. Ouais, moi j'en profite pour mettre, hop, regarde, des petites vignettes que j'avais été retrouver. Donc je vous mets cette dame, Jeanne-Marie Le Prince, excuse-moi, de Beaumont, donc qui est une romancière française et qui a écrit principalement ce qu'on connaît, La Belle et la Bête. Parce que ça a l'air de rien. Alors c'est un récit qui existe déjà depuis des siècles, en tout cas dans sa forme primitive, mais elle va en fixer la version moderne que nous on connaît, celle qu'on peut lire encore, la version d'origine, hein. Merci, pas celle de Disney, qui effectivement renvoie aussi à ces thématiques qu'on va retrouver petit à petit, hein. Ça, c'est les prémices du fantastique pendant les débuts de l'ère des Lumières. Donc ça commence, pas que ça, bien évidemment, hein. Il y avait du Anne Radcliffe, par exemple. Enfin, j'avais trouvé les références dans ce petit bouquin, effectivement, hein, mais tiens, tous ceux qui vont commencer à fixer et donner naissance au gothique et au romantisme. Et moi, c'est vrai que le romantisme, si tu veux, alors je sais pas si c'est vraiment du romantisme, mais j'avais beaucoup apprécié cette partie-là avec les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, les châtiments de Chateaubriand, toutes ces envolées de l'homme face à la nature, qu'on retrouve dans les tableaux de Friedrich, de Turner, des choses comme ça, où il y a cette immensité de la nature, où on est tout petit, qui renvoie effectivement à des thématiques qu'on va retrouver en littérature, justement, puisqu'on est dans les débuts de... Alors je passe très rapidement sur la fin 18e, parce que c'est là où vraiment ça se fixe, où on va retrouver donc, où le décalage va se faire entre le moment où le fantastique et tout ce qui est monstre, etc., et on va le retrouver dans un cadre où on retrouve tous ces éléments dans la nature. Ce qui fait que le fantastique tel qu'on connaît, lui, c'est plutôt dans le cadre urbain. On récupère ces éléments fantastiques dans des cadres qu'on connaît, par rapport à la rationalité de la science qui est complètement triomphante au 19e. Donc c'est vrai que la matière fantastique commence à se fixer au 18e, fin 18e, début 19e, avec le gothique et le romantisme. Donc je sais pas vous s'il y avait des auteurs, parce que on va citer les plus connus, bien évidemment, hein. Si on n'a pas le temps de finir ce soir, on refera une deuxième partie, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le fantastique. Je pense que d'ailleurs on fera une deuxième émission. Parce que voilà, il est déjà 21h20, hein, je dis ça comme ça, mais ça passe vite. Donc dans ceux qui ont vraiment été à l'origine de ce qu'on appelle le fantastique moderne, qui vous pourriez citer, comment vous voyez cette période-là, en tout cas fin 18e, début 19e, pour la thématique qui nous intéresse?
Bon, il y a un truc intéressant, mais parce que je ramène la couverture à Lovecraft, parce que Bah oui, voilà, mais c'est par rapport à la collecte des contes qui sont évoqués avec Grimm. En fait, le folklore, en fait, c'est intéressant parce que finalement, Lovecraft, hein, il y a une idée qui est intéressante. Quelque part, il écrit du folklore cosmique, quelque part, du régionalisme cosmique, en fait. Il s'empare du folklore du terroir sur lequel il habite. Hein. On connaît la légende des Engoulevents, par rapport dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, ce genre de choses, en fait. Il la prend, il la modifie, donc il se base vraiment sur le folklore, enfin, pour le coup, américain de son époque, en fait. Hein, voilà. Et du coup, il en fait quelque chose de cosmique. Donc, par rapport à ce que Grimm, enfin, il y a un parallèle à faire, je pense, qui est rigolo avec les frères Grimm et la collecte du folklore, quoi, en fait. Hein, voilà. Ouais. Moi, il y en a un que je voudrais citer quand même, hein, parce que je le trouve excessivement important, et puis c'est des vieux souvenirs de lecture, hein. Ça mériterait que je m'y replonge un petit peu quand même. C'est Hoffman, ouais, les contes d'Hoffman. J'avoue que c'est quand même un pivot, parce que quand il est arrivé en France avec Charles Nodier, hein, qui l'a traduit, enfin, c'est pas lui qui l'a traduit, mais en tout cas, il y a eu tout un mouvement du romantisme gothique, ce qui sera le fantastique, qui arrive en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Russie. Mais vraiment, Hoffman, je pense que c'est la continuité des frères Grimm, mais avec un autre degré, en tout cas, dans la façon dont il écrit. Moi, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Mary Shelley. Même Ouais. si parfois Mary Shelley, on va l'associer à une forme de proto-SF, mais ça permet de rappeler deux choses, et tu avais raison de le dire, c'est que Mm. souvent on parle du gothique comme un courant du 19e siècle, mais c'est un courant du 18e siècle initialement, Oui. et qui est très lié en fait c'est avant les romantiques, avant le Sturm und Drang, et c'est presque un courant réactionnaire par rapport au courant des Lumières, c'est-à-dire dans ce courant des Lumières où le, comment dire, tout est rationalisable. Le gothique s'appelle le gothique parce que ça lande vers le Moyen Âge, c'est-à-dire vers un univers avant l'époque classique, avant la Renaissance. Et si moi personnellement j'aime Marie Shelley, alors Marie Shelley c'est les années 1816-1830 hein, en Mm, termes d'écriture, donc c'est la deuxième voire troisième génération des autrices gothiques, c'est qu'elle permet aussi de mettre le lien sur un autre élément qui est très important, c'est que on a toute une génération qui est traumatisée par la Révolution française, et on ne mesure pas comment la Révolution française, c'est une déflagration à l'époque dans le monde entier. Alors, vous allez me dire, mais en Afrique, en Asie, ils s'en fichent un peu. C'est vrai, mais à l'époque, le monde, malheureusement, c'est très centré sur l'Europe, parce que l'Europe s'impose face au reste du monde. Et la révolution, ça prouve que le monde n'est pas stable, et que ce à quoi on a cru comme étant un élément permanent, c'est-à-dire les rois et reines seront toujours là, ça peut disparaître. Et en fait, ça, il y a un lien très fort entre la terreur et le sublime comme sentiment esthétique, et la terreur et le sublime comme sentiment politique. Et Frankenstein, c'est aussi une allégorie politique, parce que Mary Shelley, elle vient d'une famille qui était plutôt favorable à la Révolution, mais qui finalement a vu la Révolution, d'après eux, partir un peu en vrille. Et d'ailleurs, on parle, nous, de la terreur. Et on emploie tellement ce terme qu'on oublie que cette période religieuse fait référence à un sentiment fort, qui est un sentiment qui est très lié, en fait, à des développements esthétiques initialement. La terreur politique, 1793-1794, c'est aussi cet élément-là. Donc Frankenstein, c'est une création humaine qui échappe à l'être humain et qui revient pour se venger. Un peu comme la Révolution française qui échappe à ses créateurs, ça mm. part d'une bonne idée, ça part en vrille et ça revient. Et en fait, on voit comment, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui arrive avec ça, mais qui va après devenir un élément, je pense, souvent du fantastique, c'est la dimension politique, en fait. C'est-à-dire que dans le gothique, on peut rétrospectivement donner parfois une dimension politique, c'est de dire que on se rend compte que beaucoup de romanciers gothiques, initialement, c'est des romancières. Et Oui, qu'il y a c'est vrai. souvent quelque chose, alors, avec des pincettes de quasi proto-féministes, de dire on fait passer par le récit fantastique des choses qu'on n'arrive pas à faire passer autrement, qui sont ce qu'on qualifierait aujourd'hui de forme de violence et de domination faite aux fans, parce que à chaque fois,
c'est des femmes qui sont extrêmement instruites, extrêmement intelligentes, mais qu'on prend un peu comme des quiches, quoi. Ou qui mènent des vies atroces et elles se vengent par la littérature. Et j'y pense d'autant plus ces jours-ci parce que il y a un retour depuis 2-3 ans du gothique féminin, de l'horreur féminine, du body horror et du folk horror. Là, je parle vraiment des dernières années actuelles, quoi. Et on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est déjà constitué au XVIIIe siècle. Donc l'aspect politique et au sein de ces aspects politiques du fantastique, des questions que nous, on qualifierait de questions sociales. Ouais, de toute façon, ça fera l'objet d'une autre émission hein, sur les fables et le fantastique, parce que on se rend compte, quand on étudie un petit peu la matière du fantastique et son histoire, il y a énormément de femmes qui ont contribué à la création et à la continuation de ce qu'on appelle le fantastique. Donc je vais juste vous montrer une autre femme, parce que quand même, hein, hop, si j'arrive à retrouver sa petite photo. Anne Radcliffe. Voilà. Donc Anne Radcliffe, je vous le dis simplement, c'est 1798, c'est les mystères du château du Dolph. Voilà. Ce qui est quand même un des romans emblématiques du genre fantastique. Enfin, de ce qui deviendra le fantastique. Ça s'appelle pas encore fantastique, en tout cas en France. J'avais aussi en référence le château d'Otrante de Horace Walpole, 1765. Donc voilà, c'est des fin 18e, effectivement, hein, et on a des curseurs, hein, le château, les manoirs, mais on reste dans des choses qui sont qui renvoient effectivement au gothique, etc., des choses un peu en ruine, avec la nature omniprésente. C'est des choses aussi que, alors moi j'ai retrouvé un petit peu dans la période romantique de Victor Hugo, pour ceux qui connaissent. C'est très peu connu comme roman, et c'est un de mes préférés, c'est Anne d'Islande. C'est pas du tout du fantastique, alors pas du tout, mais on retrouve des éléments constitutifs, c'est-à-dire une aventure un peu hors norme, et des descriptions de paysages et d'habitations qui renvoient effectivement à ce qu'on retrouve dans le gothique et le romantique fantastique, en tout cas, proto. Franchement, Anne d'Islande, c'est passionnant. C'est mes préférés. On retrouve ça aussi quelque part, mais alors vraiment quelque part, hein, là on est beaucoup plus loin, dans les Hauts de Hurlevent. En tout cas, moi j'appelle encore comme ça, hein, désolé, mais il y a quand même des marqueurs du fantastique, même si ça n'en est pas du tout. Mais il y a quand même des petits éléments où on se dit, ah tiens, peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose, parce que ça fait partie de ce que l'imagination va travailler quand tu lis quelque chose. C'est surtout par rapport à la description des paysages, des ambiances. Et ça renvoie à ce que tu disais de Lovecraft, Guillaume. Hein. Le fantastique est aussi beaucoup marqué, entre autres, c'est ce que dit Todorov d'ailleurs, par l'ambiance, par le vocabulaire emprunté, par les lieux dans lesquels on se trouve. Clairement, ça fait vraiment partie des marqueurs. Et ça se développe donc avec ces autrices et ces auteurs-là, hein, donc fin 18e, début 20e. Alors, je ne vais pas vous faire une lecture de tout ce qu'on trouve dans le bouquin de Patrick Marcel, mais c'est vrai que le Hoffmann est apporté en France via Naudier, hein, entre autres, hein, 1760, 1800 et des brouettes, hein, je ne vais pas vous redire exactement les dates. Le romantisme à la française, 1813, voilà, à peu près. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir Et là, vous avez un petit peu tous les auteurs de l'époque qui s'y mettent. Donc tous les auteurs en vogue en France se mettent à écrire ce genre de roman. Prosper Mérimée, Balzac, la peau de chagrin c'est 1831, je crois, hein, de mémoire, hein, quelque chose comme ça, avant qu'ils se mettent au réaliste, quoi. Donc ils touchent tous un petit peu à ce moment-là à ces thématiques-là, et on va dire que c'est vraiment à ce moment-là que se crée ce fantastique dit moderne, quoi, qui va vraiment évoluer jusqu'à la fin 19e. C'est pour ça que je vais changer de bannière, hop, qui est le 19e siècle, les fondations du fantastique, dans le sens où on ne peut pas séparer, alors ça c'est moi qui le dis, hein, bien évidemment, on ne peut pas séparer le fantastique tel qu'on le connaît de l'industrialisation monstrueuse qu'il y a eu à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, qui a été d'une violence, on ne se rend pas vraiment compte en fait, hein, de l'extension des chemins de fer, de l'industrie lourde. Hein. Voilà, là aujourd'hui on n'a quasiment plus d'industrie, hein, en Europe, enfin plus comme avant en tout cas, mais ça a été un tel recul des populations dans les campagnes, et donc de toute la matière qu'il y avait dans ces endroits, pour industrialiser à mort, et la littérature qui allait avec, c'est-à-dire la naissance du positivisme. Voilà, Auguste Comte et compagnie, c'est un peu ces périodes-là. Et on revient donc à l'ère des Lumières, hein, la raison qui va tout expliquer, tout comprendre, tout explorer,
pour que, quelque part, on fasse reculer les peurs, quoi, hein, les peurs primitives. Et justement, ça va faire naître donc toute cette littérature et le spiritisme. Le spiritisme qui est aussi une belle histoire capitaliste, mais c'est un autre débat, qui permet d'exploiter aussi pas mal de choses. Et donc c'est là qu'on a vraiment l'auteur emblématique du genre, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Edgar Allan Poe. Voilà, 1850 à peu près, quoi. Et je vous laisse la parole sur ces bonnes paroles, parce que il y a de quoi dire sur cette période-là. Hein. Ouais, puis Poe, c'est pas pour revenir à Lovecraft, je relisais tout à l'heure, je révise un petit peu, effectivement, c'est la grande influence peut-être avec Tanzanie par rapport à ça, quoi, vraiment. Et puis c'est intéressant, parce que c'est les premiers grands auteurs, en plus, Poe, grand auteur fantastique américain, quelque part, voilà, ça pose des jalons de ça, en fait, par rapport à la littérature fantastique américaine, quoi. Ouais, oui, tiens, pas mal la petite question. Le poète William Blake, avec la création de sa mythologie personnelle, est-ce que c'est un précurseur du fantastique? Oui, puis je dirais que j'ai même pas cité Shakespeare, quand même, hein, entre autres. Parce que Macbeth avec le fantôme, etc. Oui, quand même. Hein. Je sais pas, David, si tu as des choses à dire. Je pense qu'il y en a beaucoup à dire. Moi j'ai toujours beaucoup à dire, tu sais. Hein, mais oui, justement. Non, mais c'est vrai qu'on voit la deuxième génération et la troisième génération des romantiques. Pour les Français, on dit parfois le romantisme noir. Tu as parlé de Nodier, mais il y a les années 1820, 1830, 1840. On oublie l'immense succès du théâtre comme œuvre, comme médium de cette période-là, et les œuvres qui ont connu le plus grand succès dans les années 1820-1830, c'est Frankenstein et Le Vampire, mais comme œuvre de théâtre, en fait. Là, tu nous parles de Poe, mais j'aimerais revenir une génération avant. Un auteur, une génération avant. Un auteur comme Robert Montgomery Bird, qui est considéré comme un des premiers écrivains américains. C'était un grand auteur de théâtre, surtout, mais il a ce roman, en fait, où un homme est sur le point de mourir, et il meurt, finalement, et il se réincarne dans le corps d'un de ses fossoyeurs, et il va transmigrer plusieurs fois, et dans plusieurs vies. Alors, c'est un classique de la littérature américaine. Ça a servi d'inspiration à Code Quantum, la série télévision de la fin des années 80, début des années 90, oui, c'est vrai. qu'à chaque fois. Et en fait, c'est aussi lié au fait que dans les années 1800-1850, la séparation entre la littérature générale et la littérature de l'imaginaire n'existe pas encore. Et en fait, Montgomery Bird, c'était le meilleur ami de Nathaniel Hawthorne, qui est finalement le premier grand auteur américain du XIXe siècle, que tous les Américains encore aujourd'hui au lycée vont devoir croiser à un moment ou à un autre. Et en fait, Hawthorne va se prendre contre lui la génération d'après, qui est plus réaliste, et qui va dire, en fait, le problème des littératures fantastiques, c'est qu'elles nécessitent de la culture littéraire. Or, le 19e siècle, c'est le développement de l'alphabétisation, de la lecture, et il va y avoir des écrivains qui vont dire, mais si on veut être davantage lu, il faut qu'on écrive pour des gens qui savent lire, mais n'ont pas de culture littéraire. N'ont pas lu Ovide, n'ont pas lu les classiques, n'ont pas lu les fables, n'ont pas lu Ésope, et voilà. Et donc, il va falloir qu'on aille vers une littérature plus réaliste, qui parle du quotidien. Et donc là, c'est là la littérature réaliste, elle naît à ce moment-là, et la littérature fantastique, elle va avoir presque deux voies. Elle va aller soit vers vraiment la littérature très populaire, soit vers une littérature qui est presque une littérature d'esthète, qu'on trouve un peu chez Arthur Machen, par exemple, qui est pas un auteur très populaire, même s'il a eu des succès dans sa vie, mais qui est un écrivain pour écrivain, presque. Avec le grand dieu Pan, alors pour le coup, on nage dans la pleine réactivation du folklore gallois, de ce type de truc. Mais cela dit, tu parlais de l'ésotérisme, pour moi, du spiritisme. Pardon, oui, c'est encore autre chose. Hein. Oui, pardon. Mais pour le coup, on voit l'évolution qu'il y avait. Il y a les romantiques, et on va, en fin de siècle, c'est les victoriens,
les Victoriens, en fait, et leur industrialisme, c'est des gens qui sont obsédés par la mesure du monde. Et d'une certaine façon, ça crée chez eux à la fois du réalisme, d'écrire le monde tel qu'il est, et cette illusion que ce qu'on ne connaît pas encore va être accédé à un moment par la connaissance. Et donc, le spiritisme, d'une certaine façon, on peut avoir l'impression que c'est une forme d'irrationalisme complet. C'est pas du tout ça, en fait. C'est le spiritisme, c'est le mélange à la fois entre la croyance dans le merveilleux et cette idée que on va pouvoir l'ordonner, ce merveilleux. Du genre, il y a des moyens de les contacter, il y a des heures auxquelles les contacter, il y a des choses, tout un truc comme ça, qui est complètement fantasmagorique, mais qui est aussi une manifestation étrange de cet esprit victorien de rationalité, de on organise les choses. Et c'est assez fascinant parce qu'on se retrouve donc avec des branches de fantastique complètement différentes, c'est-à-dire des branches de fantastique qui sont la réactivation du récit folklorique, c'est-à-dire on sent que le récit folklorique disparaît, donc en fait on va le rechercher et l'élever au rang de récit littéraire. Il y a les récits post-romantiques où en fait c'est une protestation de la sensibilité contre le monde rationnel, de dire j'ai besoin que reste dans le monde des choses irrationnelles parce que j'ai besoin de croire à ça, de croire que le monde ne va pas être épuisé par la science. Et puis, une autre version encore, où on se dit, en fait, même les parties du monde qu'on ne connaît pas encore vont être classées à un moment ou à un autre. Et donc, moi, je peux, avec cet esprit de classement, commencer à le classer, alors qu'en fait, d'un point de vue scientifique, c'est complètement farfelu, quoi. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon livre de Jeff Vandermeer qui s'appelle Wonder Book. Et dans Wonder Book, il y a une double page où il a fait faire un dessin de tous les genres littéraires et de leur articulation comme une sorte de multiples courants et fluides. Et on voit très très bien justement le 19e siècle de langue anglaise. Bon, comme c'est Jeff Vandermeer qui est un Américain, c'est sûr que c'est très centré sur la littérature de langue anglaise, quoi. Oui, surtout qu'en plus en France, on a un auteur qu'on a déjà cité au tout début, qui a eu son équivalent anglo-saxon tardivement, parce que cette thématique-là, je l'ai pas retrouvée en tout cas dans la littérature, c'est le Horla de Maupassant. Enfin, je veux dire, c'est un monument. On peut le relire encore aujourd'hui. C'est un truc de fou hein, que tu apprennes ça en collège quand même, parce que c'est terrifiant. C'est les marqueurs aussi de l'écriture du fantastique. Hein. Le jeu, on parle à la première personne, ce qui fait naître aussi un malaise. C'est le doute sur la réalité de ce qui est ressenti, vu, etc. La folie, la descente dans la folie, et puis de la personne qu'on a en face, en fait. Voilà, donc le Horla, c'est un truc extraordinaire. Et c'est vrai que chez les anglo-saxons, on n'était pas encore à ce niveau-là. C'était encore autre chose, quoi, en termes de littérature. Donc voilà, on pourra en discuter des heures. Ce que je vous propose, parce que malheureusement, je vais être obligé de rendre l'antenne pour ce soir, c'est qu'on se recale assez rapidement une date pour embrayer tout le reste, ce qui nous permettra de parler de beaucoup d'autrices et d'auteurs dont on n'a pas parlé ce soir. Hein. Il y en a énormément, jusqu'à Lovecraft, hein, bien évidemment, parce que je pense que là, comme je vous dis, hein, on peut passer 3-4 heures toute la soirée largement à discuter de d'auteurs qui, moi, me sont très chers. Hein. Je comptais parler de M.R. James, tu vois, ce soir, donc c'est pas ce soir. Donc, si ça vous dérange pas, on se recale très rapidement une deuxième partie. Et puis, voilà, vous me dites, hein, sinon on continue, moi, il n'y a pas de problème. Deuxième partie. Et ben voilà, on fera comme ça. Il me reste à vous remercier énormément. Merci à toi. Puis, voilà. Heureusement qu'il y a le replay comme ça dès demain, un podcast, YouTube, tout ça, vous connaissez, on vous mettra des liens, ça sera fabuleux. Je vous mettrai les liens vers le site des éditions de Forge de Vulcain quand même, le site du Campus Miskatonic aussi, parce que c'est la moindre des choses. Et puis parce que on est des gens qui s'apprécient un minimum, ça aide aussi à faire des émissions, faut le dire à un moment donné. Donc un énorme merci. Merci à toutes celles et ceux qui étaient dans le chat. J'ai pas mis toutes les questions, etc., mais je vous ai lu en tout cas. Donc on reposera les questions et on abordera donc dans la deuxième partie de la moitié du 19e, donc Poe et donc Edgar Allan Poe et Maupassant. Qu'est-ce que je dis oui, Maupassant, oui.
en France en tout cas, jusqu'à Lovecraft, et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le fantastique moderne. Tout s'est fixé à peu près à cette période-là. Donc, un grand merci. On se retrouve, pour celles et ceux qui veulent voir ma petite tête, s'il y en a que ça intéresse, à Troll et Légendes tout ce week-end du côté de Mons en Belgique. Et puis nous, on va se recaler une date très rapidement. Et puis on se dit, hop, à très bientôt. Salut, salut. Ciao. Ciao.